Ben, allons-y alors. Donc, je suis Fleur Cohen et je travaille donc dans le service de médecine interne 2. Et donc, à ce titre, on m'a demandé de parler plus spécifiquement d'une problématique qui intéresse les femmes et aussi les hommes, même si on parlera essentiellement de la fertilité féminine aujourd'hui. Et donc, la thématique du jour, c'est d'envisager la grossesse, les grossesses, la fertilité, les contraceptions. Et puis, on parlera un petit peu des techniques de préservation de fertilité qui ont pu vous être éventuellement proposées ou qui le seront. Et donc, manifestement, il y a un certain nombre de personnes qui arrivent, qui ont des difficultés à voir le diaporama et d'autres qui voient. Voilà. Donc, je ne sais pas comment régler les problèmes techniques de ceux qui ne voient pas. Bon, on va néanmoins commencer. Donc, vous savez que les maladies auto-immunes ne touchent pas de façon identique les hommes et les femmes. Donc là, il y a un certain nombre de maladies auto-immunes qui sont listées en dessous. Et puis, vous avez la proportion de femmes en rouge, la proportion d'hommes en bleu. Et le lupus se situe ici, à l'extrémité gauche. Donc, vous voyez, avec beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont touchés. Et donc, en pratique, il y a 9 femmes pour un homme. Et puis, le plus souvent, ça touche des patientes jeunes, c'est-à-dire que le diagnostic est fait, alors parfois à l'occasion d'une grossesse, mais ça se fait très souvent à un âge où les femmes n'ont pas encore d'enfants. Évidemment, tout est possible et le diagnostic peut évidemment se faire alors qu'il y a déjà eu des grossesses. Mais le cas de figure le plus fréquent est quand même que le diagnostic soit fait avant les grossesses, ou en tout cas à un âge où il est possible d'envisager d'autres grossesses. Alors, je vous ai listé un certain nombre d'idées reçues. Ça me semble d'autant plus important que moi, je vois arriver à ma consultation un certain nombre de femmes qui ont vu avant éventuellement d'autres praticiens pour leur lupus, ou bien qui ont discuté avec des personnes de l'entourage ou avec des pharmaciens ou d'autres personnes on va dire, du personnel soignant qui ont parfois véhiculé un certain nombre d'idées reçues qui sont fausses et qui peuvent être assez angoissantes. Et donc, parfois, on entend, voilà, quand on a un lupus, on ne peut pas être enceinte, ou alors des médecins un peu inquiets, on dit non, mais les grossesses seront trop dangereuses, donc vous ne pourrez pas avoir d'enfants. On entend aussi beaucoup que quand on a un lupus, on a plus de risques de faire des fausses couches, que quand on a un lupus, on ne peut pas prendre de pilules. Et puis, un autre souci également, c'est que quand on a un lupus, quand on est enceinte, il faut arrêter l'hydroxychloroquine, le plaquenil, notamment parce que sur la boîte, vous savez, c'est écrit que c'est dangereux pendant la grossesse. Donc, tout ça, c'est un nombre d'idées reçues qui peuvent être, comme je vous dis, assez inquiétantes, notamment quand on est jeune, surtout quand on n'a pas eu d'enfants ou qu'on a eu des enfants mais qu'on en souhaite d'autres. Et donc, c'est très important d'aborder ces points aujourd'hui et puis les aborder, évidemment, là, ce sont des choses générales avec votre médecin pour les cas particuliers, parce que donc, ces idées reçues sont fausses. Et donc, quand on a un lupus, évidemment, on peut, enfin évidemment, non, c'est pour ça qu'on fait le webinaire aujourd'hui, mais on peut faire des grossesses. Il y a actuellement en 2023 quelques situations où vraiment on contre-indique de façon formelle, ou en tout cas on déconseille de façon importante la grossesse, mais ça reste des situations vraiment exceptionnelles, on les reverra après. C'est des situations vraiment où la pathologie maternelle fait que le risque pour la maman ou pour le futur bébé, les risques sont trop importants. Je rappelle que l'objectif d'une grossesse, c'est à l'issue des 9 mois d'avoir, même si on compte les semaines qui suivent, qui sont encore des semaines, on va dire, entre guillemets, à risque, d'avoir une maman vivante, un enfant vivant, et si possible, avec pas de poussée de la maladie. Donc, on peut faire des grossesses, c'est le cas dans plus de 99% des cas. En revanche, ce qui est très important, c'est que la grossesse se déroule dans des bonnes conditions, et pour qu'elle se déroule dans des bonnes conditions, il faut la préparer. Et ça va être tout l'objet, en fait, tout l'intérêt d'aborder ces problématiques de grossesse très en amont, finalement, de la grossesse. Moi, je recommande même de l'envisager même dès le premier rendez-vous. Est-ce que vous avez des projets de grossesse? Alors, parfois,
Voilà, quand on a 18 ans, 19 ans, 20 ans, ça peut sembler très lointain. Mais déjà rassurer là-dessus et dire, mais voilà, vous pourrez avoir des grossesses, c'est quelque chose déjà qui est très rassurant. Donc, ce qui est aussi très certain, c'est que quand on a un lupus, on n'a pas plus de risque de faire une fausse couche que dans la population générale. Donc, si on prend toutes les femmes, tout venant, la probabilité de faire une fausse couche, donc c'était un arrêt très précoce de la grossesse, hein, au tout début, dans les quelques semaines qui suivent le diagnostic de grossesse, ce risque-là, il est de l'ordre de 25% des grossesses. Donc, c'est quelque chose qui est élevé. Il y a un quart des grossesses qui s'éliminent spontanément parce que, en fait, ce sont des embryons anormaux. Donc, c'est une sélection un peu, on va dire, naturelle. Donc, c'est un chiffre qui peut vous sembler important, mais en réalité, il y a beaucoup de grossesses qui ne sont même pas diagnostiquées. C'est-à-dire que voilà, si on faisait vraiment un test de grossesse dès le premier jour de retard de règles, il serait positif, mais en fait, il y a des règles 2 jours plus tard. Mais ça, c'était déjà en fait une fausse couche. Donc, ce risque-là, dans la population générale et au cours du lupus, il est identique pour on va dire quasiment tout le monde. Il y a quelques situations particulières quand il y a ce qu'on appelle les anticorps antiphospholipides où ça pourrait être un petit peu plus élevé, mais comme on donne le traitement, eh ben, ce risque est ramené à la même probabilité que la population générale. Donc, la probabilité d'avoir une grossesse, de tomber enceinte, hein, comme on dit, elle est la même au cours du lupus et dans la population générale. Alors, il y a aussi, avant la grossesse ou après, une question de contraception. Donc, ça aussi, on va revenir là-dessus. On peut tout à fait prendre des contraceptions, que ce soit des pilules ou il y a d'autres techniques aussi, mais on ne peut pas prendre les mêmes contraceptions que tout le monde. Et il y a certaines pilules qui sont très clairement contre-indiquées pour tout un tas de raisons. Donc ça, il faut vraiment le discuter. En revanche, il ne faut pas rester sans contraception si vous en souhaitez une, pour plein de raisons aussi, ne serait-ce que pour voilà, se donner... se mettre dans des conditions de préparation d'une grossesse à un bon moment, parce que si une grossesse démarre quand on n'a pas de contraception, si la grossesse démarre à un moment où le lupus est actif, ou bien si on est en cours de traitement avec des médicaments qui ne sont pas compatibles avec la grossesse, tout ça met dans une situation qui est vraiment pas confortable. Et puis, il y a un élément très important. Alors, si on prend les 30-40 dernières années, il y a eu des progrès qui ont été faits dans la gestion du lupus dans sa totalité, enfin, dans sa globalité, mais aussi dans la gestion des grossesses. Et notamment, un des éléments absolument majeurs, ça a été le fait qu'on a maintenu l'hydroxychloroquine pendant les grossesses, le plaquenil, parce qu'avant, on disait le plaquenil, voilà, il y a des risques avec, donc il vaut mieux l'arrêter. Donc, on arrêtait le plaquenil, et donc l'arrêt du plaquenil plus la grossesse, ça faisait qu'il y avait un nombre de poussées qui était très important. Et donc, les grossesses se passaient pas bien. Et depuis qu'on a eu des données nombreuses et très rassurantes sur l'utilisation du plaquenil pendant la grossesse, et qu'on sait qu'on peut garder et qu'il faut garder le plaquenil pendant la grossesse, les grossesses se passent beaucoup mieux et les mamans vont mieux et puis les bébés également. Alors, donc, un des points absolument majeurs pour envisager la grossesse, c'est de faire ce qu'on appelle une consultation préconceptionnelle. Donc, en fait, ce n'est pas une consultation qui est dédiée à ça, hein, mais ça doit s'envisager au cours des consultations de suivi. Et quand les choses sont relativement calmes, au cours du lupus, en général, on voit son médecin tous les 6 mois. Il faut se projeter et se dire, voilà, j'envisage une grossesse dans 6 mois, dans un an. On peut même discuter de ces choses-là, comme je vous disais, 2 ans, 3 ans à l'avance. Voilà, on redira évidemment les informations au fur et à mesure parce qu'on a tendance à les oublier, ça c'est normal. Mais il faut aborder ces points. Donc la consultation préconceptionnelle, elle va viser d'abord à informer, vérifier que tous les paramètres sont bien, puis un certain nombre de choses, préparer la grossesse. Et puis, quand le projet a maturé, hein, c'est-à-dire que quand on est sur un projet de grossesse, on se dit tiens, j'arrêterai bien ma contraception là, et mon docteur interniste est d'accord. À ce moment-là, c'est bien aussi d'aller rencontrer les obstétriciens de la maternité parce qu'ils aiment bien vous connaître en fait, avant la grossesse. Comme ça, ils ont le dossier ouvert.
connaissent votre dossier, connaissent votre histoire. Ils ont pu aussi expliquer un certain nombre de choses voilà, de la même façon que nous, on a pu expliquer. Et donc, ça vous rassure et ça permet voilà, que le dossier soit carré. Donc, c'est bien de faire une consultation préconceptionnelle, à la fois avec son interniste, mais aussi à la maternité. Donc, ça, il ne faut pas hésiter à le réclamer, entre guillemets, en tout cas à aborder le sujet lors de la consultation. Donc, comme je vous disais, il faut informer et donner un certain nombre d'informations dès la première consultation. Et si votre médecin ne l'aborde pas spontanément, il ne faut pas hésiter, encore une fois, même si le projet de grossesse est loin, ne pas hésiter à demander un certain nombre d'informations parce que c'est quand même très rassurant. S'il n'y a pas de projet de grossesse à court terme, il faut discuter de la contraception et puis il faut réaborder ces points à chaque consultation. Encore une fois, vous savez comment ça se passe, les consultations, ça peut être, voilà, parfois c'est un peu rapide et puis voilà, il faut penser à réclamer, vous, une discussion autour de la contraception et autour des grossesses. Et je dis ça d'autant plus que parfois on a l'impression que la contraception, voilà, c'est pas quelque chose qui doit s'aborder dans une consultation de médecine interne et qu'on a un gynécologue en ville et qu'il va s'en occuper. En réalité, la situation, elle est un petit peu, voilà, un petit peu différente au cours de l'UPUS, puisqu'il y a certaines contraceptions voilà, qui ne sont pas possibles au cours du lupus. Donc, il y a certains gynécologues qui connaissent très bien, mais néanmoins, c'est pareil, il vaut mieux travailler de façon conjointe. Alors, il y a certains gynécologues qui ont très peur des maladies auto-immunes et qui disent « Ah non, moi, je ne peux rien vous prescrire, voyez avec votre médecin de l'hôpital ». Et puis, parfois, il y en a voilà, qui connaissent bien. C'est vrai qu'on essaye de les former, mais le mieux, c'est… voilà, encore une fois, c'est que ce soit fait de façon conjointe. Donc, le gynécologue propose et puis on en rediscute. En tout cas, vous ne pouvez pas avoir la contraception on va dire, des personnes standards. Alors, en fait, ça, c'est très bien, mais c'est la théorie, parce qu'en fait, en pratique, ça, c'est une enquête qui avait été faite par des rhumatologues en Angleterre. En réalité, souvent, les médecins, alors en France, c'est souvent des médecins internistes qui suivent des patients qui ont des lupus. En Angleterre, ce sont des rhumatologues. Et en fait, on se rend compte que, voilà, malgré le fait qu'on dise que c'est très important et qu'il faut le discuter à chaque fois, 60% des patients qui ont un lupus ne reçoivent aucun conseil de contraception dans l'année écoulée. Voilà, il suffit de vous preniez votre cas particulier. Est-ce que dans l'année qui vient de s'écouler, normalement, vous avez dû avoir 2 consultations, est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter de la contraception? Donc, encore une fois, là, soyez moteur. C'est-à-dire que si le médecin en consultation ne pense pas à vous demander qu'est-ce que vous avez comme contraception ou est-ce que ça vous convient, n'hésitez pas, vous, à aborder le sujet et à dire « je n'ai pas de contraception, est-ce que je ne pourrais pas en avoir une ?» Voilà, le sujet de la contraception, c'est quelque chose qui est quand même vraiment, vraiment très important. Puis parfois, on n'ose pas demander. Voilà, il y a des contraceptions possibles pour tout le monde. Ça n'arrive jamais qu'on ne trouve pas de moyen de contraception. Et je vais y revenir quand on va discuter justement des techniques qui sont possibles. Mais la contraception, hein, c'est comme un pantalon. Un pantalon, vous n'allez pas l'acheter sans l'essayer. La contraception, c'est pareil. C'est des choses qu'il faut essayer. Ce n'est pas la même contraception qui va convenir à tout le monde. Donc, il faut l'essayer. Il faut voir comment vous la supportez. Voilà, et ce n'est pas un médicament de confort. Hein, c'est très important pour éviter de démarrer une grossesse de façon impromptue. Et puis parfois, ça a d'autres vertus aussi, ça régularise les cycles. Parfois, chez les femmes qui ne veulent pas avoir de règles, on peut supprimer les règles, voilà, ce qui laisse voilà, plus de liberté, ou en tout cas voilà, plus de confort. Et donc, de ce fait-là, le sujet de la contraception n'est pas souvent écoulé, les gynécologues de ville n'est pas souvent abordé. Les gynécologues de ville, parfois, ils ont peur de prescrire des contraceptions. Et donc, au total, on se retrouve avec plus de la moitié des patients qui, finalement, n'utilisent qu'une contraception mécanique, c'est-à-dire des préservatifs, ce qui peut être bien, hein, mais ce qui parfois est insuffisant et ne donne pas un confort suffisant, en tout cas quand on est dans un couple qui est stable. Alors, il y a un autre point qui est extrêmement important, vraiment absolument majeur, hein, ce sont les médicaments qui sont dits tératogènes. Alors, c'est un mot compliqué pour dire qu'en fait, il y a un certain nombre de médicaments qui sont prescrits au cours du lupus et qui, s'ils sont pris alors que la patiente est enceinte, ça va donner des malformations chez le bébé. Et en fait, ces malformations, elles surviennent à un stade très, très précoce en fait, de la grossesse.
Et donc, une exposition même très précoce, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore qu'on est enceinte, on n'a pas de contraception, puis en fait, il y a un retard de règles, et puis en fait, le temps qu'on aille faire un test de grossesse, il s'est déjà écoulé une semaine, 10 jours. Et ben, l'exposition au traitement pendant 7 à 10 jours, elle peut déjà être responsable de malformations. Alors ça, c'est une situation qui est vraiment très pénible pour les patients avant tout, parce que démarrer une grossesse, alors après, c'est une grossesse qu'on souhaite garder, qu'on ne souhaite pas garder, bon, ça c'est d'autres discussions, mais en tout cas dans un contexte où il y a une exposition à un médicament tératogène, c'est très angoissant puisque ces malformations, on ne va pas les voir tout de suite sur les échographies. Il faut des semaines et des semaines avant qu'on les voit et l'échographie ne permet pas de détecter toutes les malformations. Donc, c'est vraiment une situation qui est très angoissante. Donc, il faut vraiment éviter de démarrer une grossesse quand on prend ces médicaments. Alors, il y en a un en particulier qui est le Cellcept, le mycophénolate, qui est un médicament qui est extrêmement tératogène, c'est-à-dire que s'il y a une grossesse, si on prend du Cellcept alors qu'on est enceinte, il y a un tiers des bébés qui ont des malformations. Donc, c'est un pourcentage qui est très important. Et donc c'est très important vraiment d'avoir une contraception dans ce contexte-là. Et on sait que malgré tout ça, quand on prend notamment du Cellcept, il y a un tiers des femmes qui ne prennent pas de contraception. Donc, c'est vraiment une situation à risque qu'il faut discuter. Encore une fois, il y a plein de moyens de contraception. Il y a des contraceptions dans lesquelles il n'y a pas d'hormones. Si vous n'avez pas envie, pour des raisons philosophiques ou autres, de ne pas prendre d'hormones. Donc, tout ça, il faut vraiment en discuter et aborder ce sujet. Alors, planifier les grossesses. Pourquoi particulièrement au cours du lupus? Parce que la grossesse va avoir un retentissement sur le lupus, notamment parce que pendant la grossesse, il y a des hormones qui vont être à des taux beaucoup plus importants que ce qu'il y a en dehors de la grossesse. Donc, il y a beaucoup d'œstrogènes, il y a beaucoup de progestérone aussi dans le corps, tout simplement pour permettre au corps de développer la grossesse et le bébé. Et donc, cette imprégnation hormonale fait que, statistiquement, le lupus va être plus actif et qu'il y a plus de risque de pousser. Donc, ce risque de pousser, il sera d'autant plus faible que la maladie, avant de démarrer la grossesse, est endormie, quiescente, comme on dit. Donc, plus la maladie est stable et endormie avant la grossesse, moins il y a de risque d'avoir une poussée. Et plus la maladie est active avant la grossesse, si on rajoute en plus les hormones, le risque de poussée va devenir très important. Alors, pourquoi c'est embêtant de faire des poussées au cours de la grossesse? C'est toujours embêtant de faire des poussées, ça abîme les organes, donc il faut toujours éviter. Mais en plus, quand ça survient en cours de grossesse, vous imaginez bien qu'on ne peut pas utiliser les traitements qu'on utilise habituellement, puisque le bébé est présent, donc va recevoir un certain nombre des traitements qui sont pris par la maman. Donc, on est limité en nombre de traitements. Et puis, les poussées elles-mêmes peuvent avoir un retentissement après avec un bébé qui est plus petit. Donc, c'est vraiment une situation à éviter. Donc, ça, c'est la première partie. L'autre partie, c'est que le lupus lui-même va avoir un retentissement sur la grossesse. Et on sait statistiquement que les bébés, globalement, ont plus de risques d'être petits ou de naître avant le terme, c'est-à-dire avant l'issue des 9 mois. Alors ça, c'est pareil, plus le lupus est actif et plus ce risque-là est élevé. À l'inverse, quand la maladie est endormie, quand les traitements sont vraiment réduits au maximum, mais maintenus, j'insiste, qu'il n'y a pas de poussée, et on fait naître des bébés, vous faites naître des bébés qui sont tout à fait bien. Donc, il faut quand même insister sur le fait que le pronostic s'est quand même vraiment beaucoup amélioré, notamment avec les consultations préconceptionnelles et avec le suivi que je vais vous montrer, que ça permet d'avoir un pronostic très bon des grossesses. Donc, c'est très important de le rappeler parce que sinon, ça fait peur et on se dit, là, mais tu vas avoir des bébés petits qui vont naître avant le terme, prématurés, etc. Alors, quand on envisage une grossesse, nous, ce qu'on a dans la tête, c'est ce tableau-là. Est-ce que la maladie est active? Et notamment, est-ce qu'il y a eu des antécédents d'atteinte rénale? Alors ça, c'est important parce que ça va avoir des répercussions évidemment chez la mère. Plus la maladie est active, plus elle risque de faire des poussées. Et indirectement, comme je vous l'ai dit, plus la maladie est active, plus il y a de poussées, plus le bébé risque d'être petit. Donc, c'est un retentissement aussi sur le fœtus.
quand on envisage une grossesse, la première chose qu'on regarde, nous, après avoir regardé si la maladie était active, c'est quelle est la liste des médicaments que la maman prend. Parce qu'évidemment, il faut se mettre dans une situation où il n'y a pas de médicaments, notamment tératogènes, qui donnent des malformations, mais il faut essayer de donner des médicaments qui ne vont pas passer ce qu'on appelle la barrière placentaire. Vous savez que la maman et le fœtus sont séparés par le placenta. Le placenta, c'est une espèce d'éponge de sang qui va nourrir le bébé, qui prend des nutriments de la maman et qui les envoie chez le bébé, mais malheureusement, ça prend aussi les médicaments. Donc, il y a un certain nombre de médicaments, pas tous, mais un certain nombre qui passent la barrière placentaire et qui peuvent donner des complications. Alors, tous les médicaments ne donnent pas des complications chez le fœtus. Par exemple, on a dit le Plaquenil passe la barrière placentaire, donc le bébé il en reçoit. Mais on a maintenant des données sur des milliers de grossesses qui montrent que c'est tout à fait sécurisé et qu'il n'y a pas plus de risque chez le bébé que chez les mamans qui ne prennent pas de Plaquenil. Donc ça a été vraiment démontré. Et donc, on est très rassurés. Il n'y a pas de risque sur les yeux des bébés. Ça avait un moment inquiété un peu les pédiatres qui faisaient faire des examens ophtalmo chez les bébés à 2 ans. Et puis, en fait, comme c'était toujours normal, finalement, ça s'est arrêté. Alors, ensuite, il y a des petites choses un petit peu plus, on va dire, plus spécialisées, mais comme vous êtes des patients particulièrement au courant, je vous le signale. Ce qui est important aussi pour nous, c'est de regarder, vous savez, dans tous les tests qu'on fait, s'il y a des anticorps antiphospholipides. Alors, il y a des personnes qui ont, des femmes qui ont un syndrome des anticorps antiphospholipides associés, c'est-à-dire qu'elles ont déjà fait des caillots dans les veines ou dans le poumon, ce qu'on appelle ça embolie pulmonaire, ou qui ont déjà eu des complications de ces anticorps-là. En tout cas, c'est des anticorps particuliers qu'on cherche toujours au cours du lupus, qui peuvent ne donner aucun symptôme, mais on sait que pendant la grossesse, ils sont associés à un certain nombre de complications, notamment des caillots chez les mamans. Et puis chez les bébés, pareil, un placenta qui ne se développe pas suffisamment et donc des bébés qui sont trop petits. Donc ça, c'est important et ça peut nécessiter, pour lutter contre ces anticorps-là, la mise en place d'un certain nombre de traitements qui sont des fluidifiants du sang. Et donc, ça peut nécessiter la mise en place d'injections, de piqûres, d'anticoagulants, voilà, selon les cas. Je ne vais pas donner de situation générale. Il y a un autre anticorps qu'on regarde aussi quand on prépare la grossesse. C'est pareil, c'est un anticorps qui peut donner absolument aucun symptôme à la maman. Il s'appelle l'anticorps anti-SSA. Ce n'est pas vraiment un anticorps du lupus, c'est plutôt un anticorps qu'on voit dans d'autres maladies auto-immunes. Il s'appelle le syndrome de Sjögren. Donc, il peut donner absolument aucun symptôme chez la maman. En revanche, chez le bébé, il peut donner une complication, mais qui est très rare, qui survient dans 1% des cas. Donc, 1% des cas, ça veut dire qu'il y a 99% des grossesses où ça se passe bien. Donc, il faut déjà que la maman soit porteuse de l'anticorps anti-SSA et il faut qu'elle soit dans le 1% de risque. Et là, ça peut donner des anomalies du rythme cardiaque chez le bébé avec un ralentissement du rythme cardiaque. Chez le bébé, un ralentissement qui peut être très important. Donc ça, quand il y a un anticorps anti-SSA, on fait une surveillance du rythme cardiaque du bébé au 2e trimestre uniquement, puisque c'est une complication qui survient essentiellement au 2e trimestre. Et puis, il faut vérifier tout un tas d'autres choses qu'on vérifie aussi chez les mères qui n'ont pas de lupus, mais qui sont plus fréquents au cours du lupus, l'hypertension, le diabète, les problèmes de thyroïde, parce que quand on a un lupus, on a plus souvent des problèmes de thyroïde que dans la population. Et puis, la cigarette aussi. Tout ça, c'est des choses qui vont donner des complications chez la maman, mais aussi qui peuvent donner des complications chez les fœtus. Quelqu'un qui a un diabète, mais qui n'a pas de lupus, ça s'associe à ce risque-là. Mais disons que ça se cumule. Donc, il faut essayer de regarder ça aussi avant et puis les contrôler au maximum. C'est-à-dire qu'il faut que la tension soit bien équilibrée, le diabète ultra bien équilibré, la thyroïde bien équilibrée. Et puis, il faut arrêter de fumer. Ça, c'est vraiment très important avant la grossesse parce que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est une situation qui va nécessiter une surveillance. Donc, c'est très important pour le bébé et pour la maman d'arrêter de fumer avant la grossesse. Je ne dis pas que c'est facile d'arrêter de fumer, mais il y a des moyens d'aider. Il y a un autre élément aussi qui est très important, c'est de bien prendre ces traitements. Alors, ça, souvent, les mamans le font très bien en fait, quand elles sont enceintes. Parfois, quand elles ne sont pas enceintes, il y a des petits moments un peu de lassitude.
Et donc, voilà, il peut y avoir, hein, ce n'est pas chez tout le monde, il peut y avoir un peu d'oubli des traitements. En général, pendant la grossesse, elles savent que les médicaments qu'elles prennent, ils sont très importants pour eux, mais ils sont très importants aussi pour leur bébé. Et donc, il y a une adhésion au traitement qui est souvent excellente. Et les traitements sont quasiment mieux pris pendant la grossesse qu'en dehors. Voilà, c'est très important tout le temps, hein, de prendre ces traitements, mais particulièrement pendant la grossesse. Donc, pendant la consultation préconceptionnelle, on va donc chercher, si on est dans une des rares situations, hein, je vous ai dit, c'est vraiment une situation très rare, où vraiment, alors j'aime pas le terme contre-indiqué, mais on déconseille fortement la grossesse parce qu'il y a un risque qui est trop important pour la maman, éventuellement pour le bébé, mais c'est surtout pour la maman. On va donc évaluer, regarder tous les éléments que j'ai listés avant et regarder en fonction de tout ça, voilà, planifier la grossesse, hein, dire voilà, ça va se passer comme ça, on surveillera le cœur du bébé ou pas, on va mettre des piqûres ou pas. Donc, c'est très important de faire cette évaluation individuelle. Il faut aussi faire comme chez toutes les femmes, c'est-à-dire en profiter pour un moment. On peut vérifier les vaccins. Est-ce qu'on a bien fait son rappel standard du tétanos que tout le monde doit faire? Est-ce qu'on est à jour sur la coqueluche? Donc, on en profite aussi pour faire ça. Éventuellement, on regarde les sérologies, on regarde si vous êtes immunisé contre la toxoplasmose, parce que c'est une maladie qui s'attrape chez tout le monde. Hein. Ce n'est pas du tout spécifique au lupus, mais il ne faut pas oublier de faire ça. On adapte le traitement. S'il y a des médicaments qui ne sont pas compatibles avec la grossesse, il faut très souvent on les change en fait avant. Au moment où on se dit, voilà, là, le projet est mûr, j'aimerais bien avoir une grossesse, donc on les change souvent à ce moment-là. C'est très rare qu'on les change juste au moment où le test de grossesse est positif. Ça peut arriver, mais en général, on préfère faire des changements, les modifications avant. C'est très important quand il y a un projet de grossesse, vous devez repartir avec une ordonnance d'acide folique. C'est de la vitamine B9. Donc ça, c'est très important. C'est donné dans la population générale, mais c'est pareil, il ne faut pas l'oublier chez les patients qui ont un lupus. Et puis, il faut aussi vraiment renforcer les stocks en vitamine D parce que je rappelle que le bébé il va être nourri par les nutriments, les vitamines, notamment de la maman. Donc, il ne faut pas partir avec des carences. Idéalement, ce qu'on fait, c'est-à-dire à partir du moment où on dit, bah, écoutez, là, tout est bien, vous pouvez sortir de la consultation, arrêter votre contraception. C'est bien que les ordonnances soient déjà données, c'est-à-dire que vous avez déjà en main les ordonnances pour les médicaments qu'il faudra prendre au moment où le test de grossesse est positif. Voilà. Sinon, il faut les réclamer quand vous êtes enceinte, mais c'est pas mal de les avoir à l'avance. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous les avez. Il faut organiser la surveillance. Et donc, cette surveillance, elle commence par le fait de bien prévenir votre médecin dès que vous avez un test de grossesse positif. Moi, je dis toujours, vous avez le droit de prévenir votre conjoint en premier. Et puis, en deuxième, c'est vous prévenez votre docteur. Et puis après, en trois, la maman, les cousines, les copines, etc. Non, mais c'est très important de nous prévenir tôt. Parce que déjà, nous, ça nous permet d'être au courant. Ça nous permet de vous rappeler ce qu'on avait dit en consultation, c'est-à-dire quand vous avez le test de grossesse positif, vous commencez l'ASPJ, vous commencez les piqûres. Tout ça adapté évidemment aux situations individuelles. Hein. Et puis de vous dire, il y a une échographie à faire dans 4 semaines, ensuite vous me recontactez. Donc, ça met en place très tôt cette surveillance indispensable. Alors, ça peut vous sembler lourd comme ça, en fait, tout se fait de façon naturelle et assez simple. Voilà. Il faut idéalement que la grossesse soit suivie dans le même centre que là où votre médecin de médecine interne vous suit. C'est vraiment l'idéal. Ne serait-ce que parce qu'on connaît l'équipe de la maternité, qu'on discute avec eux tous les mois, donc c'est très important. Donc, quelles sont les situations vraiment où la grossesse n'est pas envisageable? Quand le lupus est actif, là, c'est vraiment une situation où il ne faut vraiment pas se lancer dans une grossesse à ce moment-là. On dit au moins 6 mois d'accalmie. Si vous avez fait une poussée, alors après, tout dépend de la poussée, hein, mais ce sont des choses un peu générales. Hein. Mais c'est au moins 6 mois, et puis c'est même 12 mois hein, pour une poussée rénale. Pourquoi? Parce que, hein, je vous ai dit, sinon, vous avez un risque de faire une poussée pendant la grossesse qui est très importante. Et plus vous faites de poussée, plus le risque est que le bébé soit petit ou naisse avant terme.
Donc, on veut une maman en forme et un bébé en forme à l'issue de la grossesse. Donc, il faut vraiment se mettre dans des bonnes situations. Toutes les situations où il y a une forte dose de cortisone qui est prise, ça veut dire que le lupus n'est pas suffisamment calme pour envisager la grossesse tout de suite. Et puis après, il y a des situations où vraiment on sait que le risque pour la maman est trop important. Il faut bien s'imaginer que la grossesse, c'est ce qu'on appelle, c'est une épreuve d'effort, en fait. C'est l'équivalent d'un footing, pas qui va durer 9 mois, mais quasiment. Donc, il faut que l'organisme maternel soit capable de le supporter. Et donc, il y a une complication très rare du lupus qui s'appelle l'hypertension pulmonaire. Ce n'est pas l'hypertension quand on prend la tension dans le bras. C'est une complication beaucoup plus rare. L'hypertension pulmonaire, ça reste une contre-indication. Après, on discute au cas par cas, mais ça reste une contre-indication, en tout cas vraiment une grossesse qui est déconseillée parce que le cœur a des difficultés à supporter cet effort. Les atteintes cardiaques graves, j'insiste là-dessus. Et puis, tout un tas de situations autres, voilà, quand le rein ne fonctionne pas bien, quand la pression artérielle n'est pas bien contrôlée, quand les poumons ne fonctionnent pas bien, quand on a déjà fait une grossesse avec des complications voilà, très importantes pendant la grossesse précédente où la vie de la maman a été mise en jeu. Donc, tout ça, c'est des situations où on va bien réfléchir avant de dire OK, on y va pour une grossesse parce qu'il faut, encore une fois, il faut que la maman elle soit en forme à la fin pour s'occuper de son bébé. Alors, comment ça se passe le monitoring des grossesses? Donc, c'est très important que ça soit fait de façon conjointe. Voilà, donc vous avez, pour celles qui connaissent et les autres connaîtront, la maternité de la Pitié. Et puis, l'Institut E3M pour les patients qui sont suivis chez nous. Donc, en général, la surveillance se fait de façon conjointe. On essaye de vous mettre la consultation le même jour, en haut de la rampe à la maternité et en bas de la rampe à l'Institut E3M. Alors, qui va participer donc, au suivi? Il y a évidemment les médecins de médecine interne, les médecins d'obstétrique, les sages-femmes aussi. Il y a les anesthésistes qui vont être partie prenante et les anesthésistes, d'où l'intérêt d'être suivi dans un centre entraîné parce que quand vous arrivez avec une ordonnance sur laquelle il y a des injections d'anticoagulants, de l'aspirine, de la cortisone, si vous prenez un anesthésiste dans la clinique lambda, l'anesthésiste, il va paniquer et il va dire « Ah non, je ne vous fais pas de péridurale. » Voilà, donc il faut vraiment être à un endroit. L'anesthésiste, je vous rappelle que ce sera votre meilleur ami le jour de l'accouchement. Donc il faut voilà, être dans un endroit où les anesthésistes, ils ont l'habitude. De la même façon que les médecins de médecine interne ont l'habitude dans des centres expérimentés, dans les maternités, il faut aller à un endroit où les gens ont l'habitude. C'est vraiment ça qui fait le pronostic de la maladie. Et il n'y a pas que les médecins qui participent au suivi. Il y a les infirmières, pour ceux qui connaissent, vous reconnaîtrez Laetitia et Corinne, nos fidèles infirmières de consultation, que vous allez voir tous les mois, puisqu'il y a un suivi de la grossesse qui est mensuel. Ce n'est plus le suivi tous les 6 mois, c'est vraiment un suivi tous les mois. Et puis, il y a tous les autres corps de l'hôpital qui participent. Alors, le brancardier, c'est plutôt au moment de l'accouchement, mais puis, il y a des psychologues aussi, parce que la grossesse peut être un moment voilà, qui est compliqué pour plein de raisons, et donc qui sont disponibles. Et puis, même si vous allez bien, Sabine, notre psychologue, elle est toujours très contente de vous voir. Donc, tout ça, tous ces gens-là participent. Alors, comment ça se passe, le suivi de la grossesse? Donc, c'est très important de faire ce qui doit être fait chez tout le monde. Donc, chez tout le monde, il y a une échographie au premier trimestre, une échographie au deuxième trimestre et une échographie au troisième trimestre. On dépiste, on dose le taux de sucre pour vérifier qu'il n'y a pas de diabète pendant la grossesse. Et puis, quand on a une grossesse standard, qu'on n'a pas de lupus, on voit l'obstétricien de la maternité tous les mois qui prend l'attention et qui fait une bandelette urinaire. Donc ça, évidemment, ça vous ferez pareil. Et vous avez le droit à quelques petits suppléments offerts par la maison, mais qui se glissent très bien sans que ce soit trop lourd. Donc, en même temps que vous voyez l'obstétricien, vous voyez tous les mois votre interniste préféré. On fait une petite échographie de datation précoce, c'est-à-dire 1 mois, quand vous avez fait le test de grossesse et qu'il est positif, 1 mois à peu près après, on fait ce qu'on appelle une écho précoce, juste pour vérifier que la grossesse, elle est bien dans l'utérus, et ce qui permet de bien dater le début de grossesse et donc la fin prévisible de la grossesse. Donc ça, c'est très important. Idéalement, dès que vous arrêtez votre contraception, vous avez l'ordonnance dans la poche. Et puis là, vous voyez sur la ligne du haut, c'est une échographie par trimestre, donc tous les 3 mois.
là, vous allez avoir droit à peu près à partir de la fin du premier trimestre à une échographie en fait tous les mois pour surveiller que la croissance du bébé se fait bien. Vous aurez droit à une prise de sang à chaque consultation. Et la bandelette urinaire, ça ne change pas. Et puis, si jamais vous êtes porteuse de l'anticorps anti-SSA, le fameux, on fait des échographies du cœur ou en tout cas des enregistrements du rythme cardiaque fœtal, c'est-à-dire l'enregistrement du rythme du cœur du bébé à des intervalles qui sont variables. Ça peut être toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Il y a différents protocoles qui sont possibles. Alors, les médicaments, qu'est-ce qui est autorisé? Donc, celui qui est très important, c'est vraiment le plaquenil, même si il y a des petits pictogrammes comme ça sur les boîtes, notamment de plaquenil. Et donc, en fait, le problème, c'est que les laboratoires, les pharmaceutiques, les industriels, ils ne veulent pas se mouiller. Donc, ils mettent des pictogrammes comme ça, si vous voulez, un peu pour se protéger. Et pareil, ils mettent dans le Vidal, là, si vous êtes enceinte, attention, le médicament n'est pas compatible. Donc, en fait, il ne faut pas écouter le Vidal, mais plutôt regarder ce qu'on appelle le CRAD, c'est-à-dire le centre de référence pour les agents tératogènes. C'est quelque chose qui est en ligne, disponible à tout le monde, il n'y a pas besoin d'inscription. C'est un centre de référence justement sur médicaments et grossesse. Et eux compilent les informations disponibles en vie réelle, on va dire, et pas les informations données par les industries. Donc, moyennant quoi l'hydroxychloroquine, le plaquenil, ça reste possible. La cortisone, ça passe la barrière placentaire quand on en prend des grosses doses, mais quand on en prend des faibles doses, le bébé n'en reçoit pas, quasiment pas. Il y a un certain nombre d'immunosuppresseurs comme la zatioprine qui sont possibles, mais il n'y a pas que celui-là. Cyclosporine, tacrolimus, ça c'est possible aussi. Et puis l'aspirine, c'est pareil, sur la boîte d'aspirine, on a un petit pictogramme assez effrayant. Mais l'aspirine à faible dose, c'est-à-dire la dose qu'on vous donne, qui est la dose pour fluidifier le sang, est tout à fait possible. L'aspégique 100 mg ou la Résitune, l'aspirine Protect, il y en a différentes sortes. Et puis, HBPM, c'est un acronyme un peu barbare pour parler des injections, ça se fait en piqûre, d'anticoagulants. Ce n'est pas chez tout le monde, bien sûr, mais vous pouvez en avoir besoin, soit parce que vous êtes déjà sous anticoagulant en dehors de la grossesse, soit parce que on a besoin de vous en mettre pour la grossesse, pour que le placenta se développe bien et que le bébé grandisse bien dans certaines situations particulières. Alors, ça, c'est ce qui est possible. Ce qui n'est pas possible, c'est donc l'endoxan qu'on donne pour les atteintes du rein. Au premier trimestre, ce n'est pas possible. Le méthotrexate et le mycophénolate, ça donne des malformations, donc c'est vraiment à éviter. Le léflunomide, on en donne assez peu au cours du lupus. Les IEC, les ARA2, alors ça, c'est des médicaments qui sont très couramment prescrits quand il y a des atteintes du rein ou des problèmes de tension. C'est tout ce qui se termine en IL, ramipril notamment, et puis tout ce qui se termine en sartan, irbesartan, valsartan, enfin, il y en a plein. Alors, en fait, au tout début de la grossesse, ce n'est pas forcément gênant, mais à la fin du premier trimestre, il ne faut plus du tout en donner. Donc, en général, on essaie de les arrêter même avant la grossesse. Et puis, tous les médicaments protecteurs des os, c'est pareil, ça donne des anomalies des dents chez les bébés, donc il faut éviter. Vous pouvez prendre de la vitamine D, comme j'avais dit, évidemment, ça c'est du côté gauche, c'est tout à fait autorisé. Ce qu'on appelle les biothérapies, ça concerne qu'un certain nombre limité de patients, mais il y en a un en particulier qui est fréquemment prescrit au cours du lupus, qui est le belimumab ou le benlysta, c'est des injections soit en perfusion, mais le plus souvent en stylo à la maison. Ça, c'est vraiment non autorisé. Par manque de données, comme il n'y a pas beaucoup de données, voilà, on ne sait pas ce que ça fait, on ne va pas faire l'expérience. Ce n'est pas du tout raisonnable. Et puis, il y en a plein d'autres qui ne sont pas listés là, mais qui peuvent être utilisés, qui nécessitent au minimum un avis du CRAT. Et puis, en général, le plus souvent, c'est idéal d'essayer de les arrêter. Si on ne peut pas du tout, c'est vraiment à discuter. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire pour la grossesse? Ça veut dire on garde le plaquenil quasiment tout le temps. Quasiment tout le temps, si vous n'en aviez pas en dehors, on ajoute une petite dose d'aspirine, faible dose, un petit fluidifiant du sang pour que le placenta se développe bien. Donc, ça, finalement, on le donne au final pas tellement pour vous, mais pour votre bébé. On vérifie les vaccinations, on vérifie la sérologie rubéole, la toxoplasmose. On vous donne de l'acide folique. Et puis, tout est OK. Vous pouvez arrêter la contraception et on se revoit quand le test de grossesse est positif. Si tout se passe bien, qu'on travaille bien, que vous travaillez bien, on arrive à l'accouchement.
Donc, l'accouchement, il se fait le plus souvent de façon programmée. C'est-à-dire qu'on voilà, on se dit, on vous laisse faire la grossesse, mais quand on sera arrivé, alors normalement, une grossesse standard, c'est 41 semaines. Donc, c'est 9 mois, mais c'est 41 semaines. Et au cours du lupus, alors certaines femmes vont spontanément accoucher avant, hein, ça arrive. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au cours du lupus, on ne dépassera pas 39 semaines. Donc, on vise voilà, un accouchement, si vous n'avez pas accouché avant, vers 38-39 semaines, on compte en semaines d'aménorrhée. Pourquoi? Parce que le placenta, il est un tout petit peu insuffisant au cours du lupus. Le placenta, je rappelle, c'est ce qui nourrit le bébé. Et donc, il se développe un tout petit peu moins bien que chez les autres femmes. Et c'est pour ça que les bébés sont un tout petit peu plus petits dans un certain nombre de cas, pas tout le temps. Et donc, comme il est un petit peu insuffisant, à partir de 39 semaines, dans les 2 dernières semaines de grossesse, le placenta, il est un peu vieilli, hein, parce qu'il a déjà quasiment 9 mois. Donc, il marche un petit peu moins bien. Et puis, le bébé est très gros, donc il a besoin de beaucoup. Et donc, c'est les 2 dernières semaines vraiment où on est dans une situation à risque parce que le placenta peut être un tout petit peu insuffisant finalement. Et donc, s'il est insuffisant, il ne nourrit pas suffisamment le bébé. Et il peut arriver des complications graves avec même des bébés dont le cœur s'arrête de battre dans les 2 dernières semaines. Donc, vraiment, c'est dommage d'avoir fait tout ce travail et d'être arrivé à 39 semaines. Et puis, voilà, qu'il y a un accident de toute fin de grossesse. Il faut savoir que même si une grossesse, on va dire standard, c'est 41 semaines, à partir de 37 semaines, hein, donc dans le tout dernier mois, le bébé, il est tout à fait apte à vivre de façon normale. Il ne sera pas prématuré. Hein. Et donc, on vous laisse la chance d'accoucher, enfin la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais on vous laisse la possibilité d'accoucher spontanément entre 37 et 38 semaines. Et si ce n'est pas le cas, entre 38 et 39, vous aurez une date où on vous déclenchera l'accouchement. Alors, déclenchement ne veut pas dire césarienne. Hein. Ce n'est pas parce qu'on fait un déclenchement qu'on fait une césarienne. Au contraire, on fait un déclenchement, on vous pose la péridurale. Ensuite, on déclenche des contractions de l'utérus avec des médicaments. Et ces contractions de l'utérus vont permettre au col de s'ouvrir et donc au bébé de sortir de façon naturelle par voie basse. Il n'y a pas plus d'indications de césarienne. Les indications de césarienne, elles sont exactement les mêmes que chez monsieur, madame, tout le monde, enfin madame surtout. C'est-à-dire, si le bébé d'un coup ne va pas bien, s'il n'arrive pas à descendre, donc ce sont les mêmes indications de césarienne, il n'y en a pas plus. On aura arrêté l'aspirine, donc ce petit fluidifiant du sang qu'on avait mis pour que le placenta se développe bien. Alors, encore une fois, ne le prenez pas pour argent comptant. Il faut vraiment, ça se discute au cas par cas, mais le plus souvent, on aura arrêté vers 35 semaines parce que là, le placenta est bien développé, on n'en a plus besoin. Le plus souvent, vous avez le droit à votre péridurale. C'est très rare que ce ne soit pas possible. Donc, vous pourrez accoucher dans des bonnes conditions. Et puis, bien sûr, on adapte les traitements, notamment quand il y a des anticoagulants. On discute avec les anesthésistes qui ont ultra l'habitude, en tout cas chez nous, mais c'est aussi le cas dans un certain nombre de centres. Et puis, l'important, c'est bien de se coordonner entre les anesthésistes, les obstétriciens, les internistes et les patientes. Voilà. Et moyennant quoi, avec tout ça, même si ça vous semble un peu compliqué, voilà, on fait plein de bébés, vous voyez, qui sont très en forme et qui naissent avec des très bonnes têtes. Donc, le pronostic global des grossesses typiques est très bon. C'est ce qu'il faut retenir, ce message positif, si on a prévu les grossesses dans des bonnes conditions. Alors, quand on n'est pas dans des projets de grossesse, mais qu'on est plutôt dans des projets de ne pas être enceinte tout de suite, hein, ou plus, enfin voilà, il faut prescrire une contraception. Et notamment, il y a vraiment cette situation très particulière. Ce n'est pas la seule, mais le Celcept, il faut vraiment faire très, très attention. Donc, vous devez être informé et vous devez même remplir le formulaire et signer le formulaire comme quoi vous êtes informé que le mycophénolate, c'est dangereux pendant la grossesse. Donc, les contraceptions, toutes celles qui ne sont pas possibles, c'est les contraceptions de monsieur et madame, enfin, surtout madame tout le monde, toutes celles qui ont des œstrogènes pour plein de raisons, parce que ça va activer le lupus, un peu, beaucoup, moyen, enfin voilà, mais en tout cas, c'est plutôt à éviter. Et puis, parce que ça peut faire des caillots, et que notamment quand on a des anticorps antiphospholipides, les fameux, il y a un risque de caillot qui est déjà augmenté. Alors, en revanche, il reste beaucoup d'autres moyens de contraception, donc il faut essayer et trouver la contraception qui vous convient. Alors, la plus fréquemment prescrite, c'est l'optimisette ou la Cerazette. Ils sont prises en charge par la sécurité sociale.
Il y a une pilule qui fonctionne très bien, notamment chez les femmes qui ne veulent pas avoir de règles, qui est la Slinda. Malheureusement, elle n'est pas remboursée pour des raisons qu'on peut discuter. On peut faire une demande de remboursement par la sécurité sociale, mais c'est très rarement accepté. Et puis après, il y a les dispositifs intra-utérins, ce qu'on appelle les stérilets aussi, dans le langage courant. Donc, soit standard sans aucune hormone. Donc là, vous avez un stérilet sans aucune hormone. Donc ça doit être posé par un gynécologue, mais on a plein de circuits pour vous aider si vous avez du mal à le faire par votre gynécologue. Ou, presque encore mieux, des stérilets avec un tout petit peu d'hormones qui sont délivrées localement. Donc, vous n'avez pas de comprimé à prendre. Hein. C'est dans le stérilet lui-même. Ça va diffuser un petit peu d'hormones. Le standard et le Mirena, puis maintenant, il y en a des plus faiblement dosés. Donc là, il y a peu de passages sanguins. Et l'avantage de ces stérilets aux hormones, c'est qu'il n'y a quasiment plus de règles, donc c'est très confortable. En tout cas, pour les patients qui ne veulent plus avoir de règles. Il y a eu des médicaments qui ont été prescrits pendant très longtemps, qui étaient des progestatifs macrodosés avec ces noms-là, qui ont fait l'objet de plusieurs alertes par la NSM. La NSM, c'est un organisme qui est chargé de la surveillance des produits de santé, notamment en France, à cause d'un risque de ce qu'on appelle le méningiome. Alors, le méningiome, c'est des petites tumeurs qui sont bénignes, hein, ce n'est pas des cancers, c'est des petites lésions qui se développent dans le cerveau. Alors, c'était surtout chez les patients de plus de 35 ans et celles qui en avaient pris pendant 5 ans, c'était des médicaments qui étaient très prescrits au cours du lupus, puisqu'on ne pouvait pas utiliser les œstrogènes. Alors, ce risque est augmenté par rapport à la population générale, mais néanmoins, comme le risque dans la population générale est très faible, même s'il augmente, il reste très, très faible. Voilà. Et donc, on a fait des IRM à toutes les patients qui avaient pris ces médicaments-là et on n'a que très, très rarement trouvé des méningiomes. Néanmoins, il faut vraiment faire une IRM si vous en avez pris pendant au moins 5 ans et puis essayer de changer de méthode de contraception parce qu'il y a des alternatives. Je termine juste avec ce qu'on appelle les techniques de préservation de fertilité, puis après je vais répondre à toutes vos questions. Donc la préservation de fertilité, c'est quoi? Alors, la préservation de fertilité, c'est... vous savez que chez la femme, la fertilité est maximale au moment du début des règles, et puis ensuite elle diminue jusqu'à devenir extrêmement faible après 38-40 ans. Ce n'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on ne peut plus avoir de grossesse. Hein. Néanmoins, la fertilité diminue drastiquement. Et donc, on peut faire ce qu'on appelle des préservations de fertilité. Donc, avant, c'était réservé aux femmes qui avaient des maladies, notamment des cancers. Et maintenant, ça a été ouvert à toutes les femmes. On l'utilisait déjà un peu au cours du lupus, par dérogation, on va dire. Mais maintenant, c'est absolument ouvert à toutes les femmes. Alors, pourquoi ça peut être important de faire une préservation de fertilité? Vous avez 20 ans, vous avez 22 ans, vous avez 25 ans, vous avez 30 ans. Et puis, soit vous avez un lupus actif, donc on vous dit, vous ne pouvez pas faire une grossesse tout de suite, il faut attendre. Soit vous n'êtes pas en couple et vous avez déjà 30 ans et vous dites, ma fertilité va diminuer, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Maintenant, c'est devenu ouvert à tout le monde. Et donc, il y a différentes techniques qui sont possibles. Et en tout cas, c'est quelque chose qui peut être envisagé au cours du lupus. Donc, il y a différentes techniques qui sont possibles. Ça nécessite donc une consultation dans un centre. Donc, ça peut être soit à votre demande, soit votre médecin interniste peut faire la demande s'il considère qu'il y a un lien avec le lupus qui peut accélérer un peu le rendez-vous. Et donc, ça doit notamment être réalisé chez toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants et qui vont avoir un traitement par endoxan, le cyclophosphamide, qui est un traitement qui est maintenant assez peu utilisé au cours du lupus, mais qui diminue très clairement la fertilité. En tout cas, là, c'est vraiment une situation où il faut le faire. Dans les autres, ça peut vous être proposé, mais c'est à vous de décider. Et donc, il y a différentes techniques, mais en gros, donc, on ponctionne, ce qui fait le plus souvent, hein, on ponctionne, donc on passe par le vagin, et donc on stimule un petit peu, ou pas, hein, mais le plus souvent, en tout cas quand c'est fait en situation où le lupus n'est pas trop actif, on peut donner une petite stimulation hormonale pour déclencher
l'ovulation, en fait, même de plusieurs ovocytes, et puis on fait une ponction pour recueillir ces ovocytes, et on fait ce qu'on appelle une vitrification, c'est-à-dire qu'on les congèle extrêmement rapidement à une température très basse. Il faut congeler des ovocytes. Si vous êtes en couple, il est aussi possible de congeler des embryons. Toutes ces différentes techniques-là ont des avantages et des inconvénients. En tout cas, voilà, c'est possible de le faire, et ça arrive parfois même qu'on soit d'accord pour que vous ayez une stimulation hormonale. Je rappelle que les stimulations hormonales peuvent réveiller un petit peu le lupus, mais c'est des situations où on peut accepter de faire une stimulation hormonale pour avoir une bonne préservation de fertilité. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez envisager. Il ne faut pas hésiter non plus à en discuter avec votre médecin. Bon, après, il y a différentes techniques, mais qui sont moins appropriées. Donc, les conclusions de tout ça, c'est qu'il faut aborder la contraception et les sujets des grossesses, même si ce n'est pas d'actualité tout de suite pour vous, au moins pour que vous ayez les informations, puis ça sera réabordé en consultation d'après. Il faut prévoir, expliquer et surtout anticiper, faire le point sur les différents anticorps que vous avez, les médicaments, etc. Et je pense que ça, c'est le point majeur à faire passer aujourd'hui, c'est que vraiment le pronostic global de la grossesse est très bon, si ça se fait dans des bonnes conditions. Voilà, je vais peut-être couper le diaporama. Et je vais ouvrir les questions. Alors, tac, tac, tac. J'entends, mais je ne vois rien. OK. Alors, est-ce que la Provelle peut entraîner des malformations pour le bébé? Alors, ça cause des problèmes rénaux, la Provelle, effectivement. La Provelle, c'est un sartan. Donc, effectivement, ce n'est pas recommandé. Il faut l'arrêter au mieux avant la grossesse, mais sinon, ça peut s'arrêter au cours du premier trimestre. En tout cas, il ne faut pas le maintenir pendant toute la grossesse. Alors, l'accord, s'il n'y a qu'une maternité et ils ne sont pas très au courant des maladies de ce genre, il y a une consultation de médecine interne normalement à Bastia, si je ne dis pas de bêtises, qui est assurée par les collègues de Marseille, le vendredi, une fois par mois ou une semaine sur deux, je ne sais plus très bien. Donc, je pense que quand il y a un projet comme ça, c'est bien de les voir. Après, c'est compliqué de suivre une grossesse, de déplacer une maman enceinte qui va être à 6, 7 mois, 8 mois, 9 mois de grossesse. C'est difficile de vous faire prendre l'avion tous les mois pour aller faire une consultation ailleurs. Voilà, donc il faut. Je ne connais pas la maternité de Corse, je connais les internistes qui vont consulter là-bas, mais je ne connais pas la maternité de Corse. Voilà. Mais après, bon, c'est toujours. L'idéal, c'est quand la maternité, s'ils ne connaissent pas forcément bien, c'est qu'ils se mettent en contact avec l'interniste et qu'il y ait une collaboration qui se crée. Voilà, c'est ça qui est important. À Avignon, une consultation tous les 3 mois pour une deuxième grossesse. Alors là, on est un peu hors des recommandations. Ça peut s'envisager dans certains cas où la maladie est extrêmement calme, voilà, mais je pense qu'il faut rester sur des standards. Comme de toute façon, vous venez voir l'obstétricien tous les mois, le mieux, c'est quand même qu'il y ait un petit contact avec l'interniste tous les mois. Après, dans certaines situations, si la maladie est vraiment extrêmement endormie, bon, pourquoi pas. Mais il vaut mieux faire une consultation même rapide. Je prends la tension et puis on fait un bilan sanguin tous les mois comme c'est recommandé. Alors, le kétoprophène pendant la grossesse, non, ça c'est pas possible. C'est un anti-inflammatoire. Donc ça donne des anomalies cardiaques chez le bébé. Donc le kétoprophène, c'est vraiment pas possible pendant la grossesse. Donc ça, si vous avez des douleurs, alors c'est pareil, on ne peut pas faire de situation personnalisée. Mais c'est plutôt la cortisone qui est possible à faible dose. En tout cas, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne sont pas possibles. L'aspirine à forte dose n'est pas possible non plus. Autant à dose anti-agrégante, ça ne pose pas de problème, mais à forte dose, à dose anti-inflammatoire, ce qu'on donne très rarement, mais bon, ce n'est pas possible non plus. Alors, il y a une question très importante que je n'ai pas abordée, c'est quel est le risque de transmission du lupus au bébé? Donc, le lupus, ce n'est pas une maladie, on va dire dans 95% des cas, ce n'est pas une maladie génétique.
Donc, il n'y a pas de risque de transmission familiale et héréditaire. Il y a un risque qui est très faible et qui porte très mal son nom, c'est le risque lié aux fameux anticorps anti-SSA, celui qui donne les anomalies cardiaques du bébé dans 1% des cas. Il peut aussi, de façon passive, cet anticorps-là, donner des plaques sur la peau du bébé et puis parfois un peu les globules rouges, les globules blancs qui sont bas. Et ces effets-là portent très mal leur nom. Ils s'appellent lupus néonatal parce qu'il y a une éruption sur la peau qui ressemble à du lupus. Mais en fait, c'est vraiment lié au passage de cet anticorps. Donc, c'est un anticorps de la maman, hein, l'anti-SSA, ça circule dans le sang de la maman. Parfois, d'ailleurs, ça ne lui donne aucune conséquence. Il va traverser le placenta et chez le bébé, il va donner des plaques sur la peau. C'est pareil, c'est 1% des cas, hein, donc c'est vraiment très rare. Il y a 99% des cas où ça ne donne rien du tout. Et en fait, sur la peau, ce n'est pas grave du tout parce qu'en fait, une fois que le bébé va être sorti du ventre, il ne reçoit plus le fameux anticorps anti-SSA. Donc, comme lui, il n'en fabrique pas, au bout de quelques semaines, cet anticorps il va disparaître. Et donc, les plaques sur la peau, elles vont partir. Donc, ça, c'est vraiment une situation qui est très rare. Nous, on en voit, pourtant, on suit beaucoup de grossesses chez des patients qui ont un lupus, on en voit une fois tous les 10 ans. Et il n'y a pas vraiment de moyen. On peut vérifier le cœur du bébé, mais on ne peut pas vraiment vérifier la peau. Bon, mais cela dit, comme je vous ai dit, ça disparaît spontanément en quelques semaines, donc ce n'est pas grave. Alors, optimiser depuis 11 ans, je n'ai pas mes règles. Est-ce que ça a une incidence sur la fréquence d'arrivée d'une grossesse à l'arrêt de la pilule? Merci de poser cette question parce que c'est très important voilà, qu'on aborde ce sujet-là. L'optimisette, donc ça fait partie des pilules qui sont autorisées. Et très fréquemment, sous optimisette, il n'y a pas les règles. Voilà, on n'a pas de règles, ce qui est très bien. Donc, ça n'a aucune incidence sur la probabilité de tomber enceinte une fois que vous arrêterez l'optimisette. C'est vraiment un aspect, enfin, comment dire, un effet qui est complètement artificiel. Tant que vous êtes sous optimisette, à partir du moment où vous l'arrêtez, votre fertilité, elle est strictement superposable à toutes les autres personnes. Et donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas ces règles sous optimisette qu'on aura plus de difficultés à démarrer sa grossesse après. Donc, il n'y a vraiment aucun impact. Donc, c'est très important de le redire. Et de façon générale, hein, tous les moyens de contraception que je vous ai listés, il n'y en a aucun qui a une incidence sur la fertilité plus tard, mais vraiment aucun. Donc, il n'y a pas de souci à partir du moment où la contraception est arrêtée, vous avez une fertilité qui est identique. Et je rappelle que les patientes qui ont un lupus, elles n'ont pas plus de difficultés à être enceintes que les autres. Alors, là, il y a des situations un petit peu particulières. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment répondre sans avoir les éléments du dossier. De façon générale, vos médecins qui vous suivent sont les plus à même de répondre à vos questions puisque ce sont eux qui vous connaissent. Mais là, en l'occurrence, on vous conseille de prendre de la cortisone en prévention en plus du plaquenil. Donc là, je ne sais pas très bien dans quel contexte ça a été proposé. C'est vrai que c'est rare d'introduire des médicaments juste pour la grossesse. De façon générale, il n'y a pas vraiment de raison d'introduire de la cortisone pour la grossesse, mais comme je ne connais pas votre situation particulière, il est difficile de répondre et j'ai tendance à dire toujours que le médecin qui vous connaît a toujours raison puisqu'il vous connaît. Voilà. Alors, le Provamès est-il risqué lors d'une PMA? Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est une PMA. Le PMA, c'est procréation médicalement assistée. Donc, quand il y a, comme de façon générale, des difficultés à avoir une grossesse, parce que ça peut arriver comme dans toute la population, il y a des techniques pour aider à démarrer une grossesse, donc des techniques qui vont de la stimulation, une simple stimulation pour l'ovulation, jusqu'à des fécondations in vitro, puis parfois des techniques même un petit peu plus complexes. Donc, de façon générale, je vais répondre de façon générale, il n'y a jamais de contre-indication absolue à aucune de ces techniques. Mais ça nécessite vraiment que le gynécologue qui va vous soumettre à ces procédures se mette en contact avec votre interniste et disant, voilà, est-ce que je peux stimuler, est-ce que je peux donner tel ou tel médicament, parce que ça peut nécessiter des ajustements dans vos traitements. Ça peut nécessiter que, notamment, on vous démarre des anticoagulants, des piqûres d'anticoagulants au moment de la stimulation, en fonction de
voilà, des anticorps dont vous êtes porteur. Donc, je vais faire une réponse simple. En fait, ce n'est pas que c'est risqué, c'est que surtout, ça doit être discuté. Ça doit être discuté. Ça doit être discuté avec l'interniste qui vous suit, qui connaît votre dossier, qui est voilà, le médecin, je pense, incontournable. C'est pas, je prêche pour ma paroisse, c'est que je pense que c'est indispensable. Si vous allez voir un gynéco et qui vous dit non, non, mais je connais, vous pouvez prendre ça, il n'y a pas de problème, c'est un peu louche. D'accord ? Je préfère un médecin qui dit écoutez, on va prendre l'avis de votre interniste, on va l'informer, on va être sûr qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas de modification dans votre traitement. Ça me semble beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus engageant. Alors après, il y a un certain nombre de situations particulières. Donc, bon, je réponds sans connaître les dossiers de façon un peu générale, hein, parce que ce n'est pas des consultations particulières, bien sûr. Donc, j'ai fait une crise comitiale. Alors ça, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est une crise d'épilepsie. Un mois après la naissance de ma fille prématurée, on a retrouvé des taches blanches à l'IRM. Et je prenais du Luthéran en contraception avant la grossesse. Donc, effectivement, il y a beaucoup de patients qui ont pris du Luthéran. Comme je vous ai dit, même si le risque est augmenté de méningiome, il reste globalement très faible. Il ne faut pas vous affoler si vous en avez pris. Normalement, si vous en avez pris, vous êtes tous fait une IRM. Si ce n'est pas le cas, vous en parlez à votre interniste. Le Luthéran ne donne pas de taches blanches. Alors, il se trouve que chez des patients chez qui on a fait une IRM parce qu'elle prenait du Luthéran, on est tombé sur un certain nombre de choses, notamment ça peut être des taches blanches qu'on n'aurait pas forcément découvertes. Voilà. Donc des taches blanches, ça peut être des tas de choses. Là, c'est difficile de répondre à ça. Il y a plein de raisons de faire de l'épilepsie au cours du lupus, en tout cas ça peut arriver. Donc là, c'est vraiment c'est difficile de faire une réponse sur ce cas particulier sans avoir l'ensemble des informations. Est-ce qu'il y a des difficultés à tomber enceinte lorsqu'on est atteint du lupus? Si votre lupus est calme, il n'y a absolument pas plus de difficultés que la population générale à être enceinte. Voilà, il n'y a pas de délai plus important. Le principal délai, il dépend de l'âge et puis de votre fertilité. Ça, c'est quelque chose qui est très variable d'une personne à l'autre. Mais en tout cas, il n'y a pas plus de difficultés à être enceinte quand on a un lupus. Alors, j'ai reçu 8 bolus d'Endoxan en 2010. Je suis tombée enceinte en août 2018, très rapidement. Donc, ça, c'est bien. Et maintenant, depuis 3 ans, il y a des tentatives pour une deuxième grossesse. Est-ce que du fait de ma première grossesse arriver rapidement, l'induction est forcément hors de cause? Là, c'est pareil, c'est très difficile sans avoir les informations du dossier de répondre à ça. Ce que je peux dire, c'est que en fait, faut faire, s'il y a des difficultés à être enceinte depuis 3 ans, il faut clairement faire un bilan. Hein. C'est 1 an de tentative, c'est-à-dire 1 an sans contraception avec des rapports réguliers. Il faut faire un bilan. Si vous avez un âge qui est supérieur à 37 ans, on le fait au bout de 6 mois. C'est un bilan, entre guillemets, standard, enfin en tout cas qui est connu, qui doit être prescrit. Parce qu'il y a plein de raisons qui font que la grossesse peut avoir du mal à démarrer. Ça peut être les spermatozoïdes du papa, etc. Je ne peux pas répondre tellement plus précisément sans avoir les informations. Normalement, vous devriez avoir un bilan. Est-il envisageable de changer d'immunosuppresseur en prévenant une grossesse? Tout à fait. C'est même souhaitable. Si par exemple vous êtes sous un médicament type méthotrexate ou Celcept, il faut changer d'immunosuppresseur à l'avance. Donc soit on arrête l'immunosuppresseur et on ne met rien derrière, dans un certain nombre de cas, soit on arrête et puis on met d'autres traitements derrière. Dans des traitements qui sont compatibles avec une grossesse. Donc, c'est mieux effectivement de le faire à l'avance quand il y a un projet de grossesse. Pour gérer la prise de méthotrexate avant d'être enceinte, alors le remplacer ou l'arrêter. Donc, il n'y a pas de délai suite à l'arrêt du méthotrexate. Si vous arrêtez le méthotrexate, à condition que vous soyez bien supplémenté en acide folique, vous pouvez démarrer une grossesse la semaine d'après, il n'y a pas de souci. Néanmoins, je rappelle toujours, pour que la grossesse se passe bien, il faut que la maman elle soit en forme à la fin des 9 mois. Donc, pour être en forme, il faut que votre lupus aille bien. Donc, c'est à discuter avec votre interniste. Si ça peut arriver que
le méthotrexate, on l'arrête et qu'on le remplace par rien, mais ça peut arriver aussi qu'on le remplace par d'autres choses, comme une murelle, par exemple. Donc là, ça dépend de tout un tas de choses, de comment vous vous sentez, de quand date votre dernière poussée, de comment sont vos marqueurs biologiques. Voilà, donc idéalement, ce qu'il faut faire dans cette situation-là, donc je suis sous méthotrexate ou je suis sous Cellcept et j'envisage une grossesse. J'arrive à ma consultation de suivi, prévue le 10 juillet. Je dis à mon interniste, voilà, j'envisage une grossesse dans 6 mois, dans 1 an. Alors, soit il vous dit, écoutez, non, ça, c'est pas possible parce que vous avez fait une poussée rénale il y a 3 mois, donc ça ne va pas être possible. Il faut attendre un peu. Donc, en général, on ne vous dit jamais, non, c'est pas possible du tout. On ne vous dit pas tout de suite, il faut attendre un peu. Donc, si on vous dit, bah, tout va bien, effectivement, c'est possible. Donc là, à ce moment-là, il faut discuter. Soit j'arrête le méthotrexate le 10 juillet et je ne mets rien derrière, soit on remplace par autre chose. Donc, ça, c'est vraiment à discuter en fonction d'un certain nombre d'éléments. Alors, depuis mon accouchement, je suis en poussée, ça fait plusieurs mois. Alors, effectivement, la grossesse est une situation à risque de poussée, mais aussi ce qu'on appelle le postpartum, c'est-à-dire les 3 mois qui suivent. Et puis parfois, en fait, du fait des changements de traitement qui ont été introduits, hein, on a changé les médicaments. Donc après, voilà, le lupus, c'est un peu réchauffé ou réveillé, comme vous voulez. Et il y a des poussées un peu subintrantes qui persistent. À ce moment-là, il faut vraiment discuter de reprendre le traitement antérieur une fois que vous avez accouché. On n'a pas parlé, mais on ne pouvait pas tout aborder, on n'a pas parlé de l'allaitement. Il y a aussi un certain nombre de médicaments qui sont possibles avec l'allaitement et d'autres qui ne sont pas possibles. Donc, l'allaitement doit vraiment être discuté au cas par cas. Il y a un certain nombre de médicaments qui passent dans le lait. Donc, il faut vraiment essayer d'en discuter. Après, vous pouvez en discuter quand vous arrivez vers 7-8 mois de grossesse. Donc, une sorte de rattrapage, ça, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais il peut y avoir des situations où, effectivement, du fait de la grossesse, le lupus se soit un petit peu réchauffé, mais en général, on arrive à contrôler les choses en modifiant un peu les traitements. Est-ce qu'il y a des moyens de contraception non hormonaux compatibles avec le lupus? Donc, c'est essentiellement le dispositif intra-utérin au cuivre. Donc, ça, c'est un petit dispositif qu'on met dans l'utérus, donc il doit être posé par un gynécologue. C'est quelque chose qui se fait de façon très simple. Il y a beaucoup d'idées reçues dessus, ça fait mal, etc. Mais en fait, pas du tout. Hein. Surtout si vous avez déjà accouché, mais même chez des patients qui n'ont pas accouché, on passe le col et donc on le met, vous ne sentez pas. Enfin, c'est comme un examen gynécologique, hein, on passe par le vagin. Et donc, une fois qu'il est mis en place, vous ne sentez strictement rien. Vous pouvez avoir des rapports sexuels de façon normale, vous n'allez pas le sentir. D'accord ? Et donc, vous pouvez choisir ce qu'on appelle un stérilet au cuivre, c'est-à-dire là, c'est vraiment naturel. Vous avez des cycles qui sont complètement naturels. Vous avez des règles, vos règles, vos cycles naturels. Mais c'est un moyen de contraception qui est fiable et ça se change tous les 4 à 5 ans. Voilà. Si vous acceptez un tout petit peu d'hormones, encore plus confortable, surtout si vous avez des règles abondantes, mettez un stérilet aux hormones, les faiblement dosés. Les faiblement dosés, vraiment, sont très bien supportés et simplement, ils réduisent, voire ils suppriment complètement les règles, ce qui est quand même très confortable. Si vous souhaitez avoir des règles, prenez un stérilet. Et si vous ne souhaitez pas avoir d'hormones, en tout cas de progestérone, vous prenez un stérilet au cuivre. Après, il y a évidemment les préservatifs qui sont possibles. Et ça reste un risque une contraception qui n'est pas toujours fiable. Mais notamment, il y a des accidents, des ruptures de préservatifs. C'est quand même un mode de contraception qui est valable, à condition qu'il soit utilisé de façon régulière, ce qui n'est pas toujours le cas quand c'est des couples stables. Est-ce qu'on peut reprendre tout notre traitement après l'accouchement pour éviter les poussées du lupus? Eh bien, ça, c'est vraiment à discuter avec votre médecin et ça dépend aussi de si vous allaitez. Voilà, il y a un certain nombre de médicaments qu'on ne peut pas donner quand on allaite. Après l'allaitement, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Hein. Je sais qu'il y a des gros lobbies d'allaitement. Si les médicaments sont plus importants que pour vous, écoutez, il vaut mieux un bébé qui soit nourri au biberon
qu'un bébé qui est nourri au lait avec une maman qui est fatiguée, crevée parce qu'elle est en poussée de son lupus et qu'on ne peut pas lui reprendre ses traitements. Pendant la grossesse, on peut prendre tout à fait des corticoïdes à faible dose. Ils ne passent même pas la barrière placentaire parce que dans le placenta, il y a une espèce d'enzyme qui mange la cortisone. Donc, tant que vous en prenez 5, 7,5 ou 10 mg, le bébé, il n'en reçoit pas du tout. Si vous en prenez plus, il va y avoir une petite dose qui va passer le placenta et votre bébé va en recevoir un petit peu. Mais par exemple, à 5 mg par jour, ce qui est la dose standard, votre bébé, il n'en reçoit même pas. On peut tout à fait allaiter avec le Plaquenil, ça ne pose pas de problème. Et je pense que j'ai épuisé les questions. J'espère que je n'ai pas épuisé les auditeurs. Est-ce qu'il y a des questions résiduelles? Moi, je vois un écran tout noir avec écrit Micheline dessus. Ah, bah écoutez, merci pour l'info. Voilà, un accouchement à Salpêtrière il y a 15 ans. Moi, je vous ai montré quelques petits faire-part que j'ai reçus qui sont sur mon mur de consultation. Votre fils est en très bonne santé, bah, ça c'est super. En fait, ce qu'on peut même dire, c'est qu'en fait, on en a plein. Voilà, des bébés qui maintenant ne sont plus des bébés. Hein, même, certains ont passé leur bac même, de maman lupique et qui vont extrêmement bien. Donc ça, c'est le message très positif, très important. Voilà. Et donc, voilà, il y a même peut-être des mamans dont les faire-part sont sur mon mur de consultation. Mais, oui, bien sûr, heureusement, il y a plein de bébés qui vont bien. Et ça, c'est super. En tout cas, il ne faut pas laisser, parce qu'il y a encore un peu de messages, alors de moins en moins, heureusement, mais il y a encore un petit peu de messages sur, là, quand on a un lupus, la grossesse est dangereuse, etc. Donc, vous avez compris hein, que tout ça doit être vraiment planifié, surveillé. Mais moyennant quoi, on arrive vraiment à faire des bébés. Nous aussi, on est très fiers de tous ces bébés qui naissent. 20 ans et 16 ans, très bonne santé. Bah, écoutez, ça me fait très plaisir que vous partagiez tout ça. Il n'y a pas plus de risque de fausse couche chez les femmes lupiques, ça je l'avais déjà dit. L'espérance de vie avec un lupus, bon, alors ça on sort un petit peu du sujet, je pense qu'il y a d'autres webinaires là-dessus. Normalement, l'espérance de vie, elle n'est pas réduite, hein, voilà, si le lupus est bien contrôlé. Voilà, alors, voilà, typiquement, hein, si vous avez 27 ans, un lupus et que la grossesse vous fait peur, alors c'est souvent vraiment des bruits qu'on entend. Il faut vraiment, vraiment, vraiment en discuter avec votre interniste parce que vous avez vu hein, tous ces témoignages de femmes qui ont eu des bébés où ça s'est bien passé. Donc, encore une fois, vraiment, si la grossesse est préparée, vraiment, tout se passe bien. Ouais. Une petite dernière question d'Audrey. Le Plaquenil place le placenta? Oui, le Plaquenil passe le placenta, mais il n'y a pas de répercussions chez les bébés dans l'état actuel des connaissances, qui sont nombreuses. Hein. On a beaucoup de grossesses avec des bébés explosés, donc on a des données très rassurantes sur le Plaquenil. Voilà, bah écoutez, je vous remercie à tous d'être venus. Vous retrouverez l'enregistrement. Et tout à fait, il faut des messages très positifs et il faut prévoir les grossesses pour qu'elles puissent se dérouler bien et qu'il y ait beaucoup de bébés qui naissent dans les années à venir. L'enregistrement sera sur le site, hein, je pense, comme les autres webinaires. Bonne soirée à tous, à bientôt.